Bonjour à tous, la petite histoire du jeu de rôle, épisode numéro 18. Déjà 18, Romain. Déjà 18. Salut Romain. Salut Farid. Ça va? Ça va bien? T'es venu comment? J'ai pris un taxi aujourd'hui. Ok. Voilà. T'es parisien mais plus loin. Par contre, Et Stéphane, voilà. il est pas loin. Il est Oui. à 2 pâtés de maison, c'est du Steph. Bonjour Romain, bonjour Farid. Moi, non, Bonjour. c'est à pied, très rapide, au bout de la rue, donc pratique. Donc je rappelle, Steph est maintenant présent avec nous pour illustrer nos propos, nous illustrer nous. En temps réel. Il aime bien nous caricaturer et caricaturer un peu tout ce qui se passe dans le jeu de rôle habituellement, Steph. Mais jamais méchant. Non. Oui, j'aime bien un petit peu, oui, c'est un peu ma petite marotte de passer un petit peu à la main. D'ailleurs, Stéphane, tu agis, tu interviens avec différents auteurs, éditeurs de jeux de rôle. Oui, ça arrive, de temps en temps, ça commence oui, un petit peu à voir. Je suis en train de travailler en ce moment sur des illustrations pour un Impitoyable Bourgade, qui est un jeu de Bastien Vautos, Bastien Critarche, qui est connu son pseudo. Et oui, c'est assez agréable, des petites illustrations noir et blanc à faire pour des cartes. Donc, Très bien. entre autres, ça c'est le dernier travail en cours. Alors, Stéphane et Romain et moi-même, nous sommes présents pour parler, au cours de cet épisode numéro 18, d'un jeu de rôle bien connu en France, bien connu dans le monde, tiré d'une œuvre littéraire de Michael Moorcock, Et oui. Stormbringer. Du sang et des âmes pour Monseigneur Arioc. Elric le nécromancien, l'albinos maudit, Voilà. son épée buckeuse d'âme. Exactement, un héros qu'on a décrit même comme étant existentialiste en référence à Camus, Sartre et d'autres. Effectivement, un héros apparu en 1961 en Déjà littérature. Oui, 1961. Qui est Plus que moi. C'est une sorte d'anti-Conan. C'est une sorte de réponse au personnage de Robert Howard, Conan le barbare. Au lieu d'avoir un géant venu du nord dont la force instoppable déferle sur l'hyperborée, là on a un jeune homme héritier d'une dynastie multimillénaire, d'un peuple adorateur de démons. Il est lui-même d'une constitution extrêmement faible, quasiment mourant. Il est physiquement différent des autres, car effectivement il a les traits de l'albinisme. Il est un peu nihiliste, cynique et dépressif. Donc c'était vraiment l'antithèse de Conan. Et il va vivre dans différents romans et nouvelles de Moorcock, certaines d'ailleurs ayant été écrites très récemment. Je crois que c'est l'an dernier que Moorcock en a publié une. Moorcock est né en 1939, donc il est toujours actif dans son travail. Et ce cycle d'Elric, qui est un peu fait de briques et de broc au sens chronologique du terme, diverses éditions d'ailleurs ont changé l'ordre, enfin ils ont essayé de mettre dans l'ordre chronologique de l'histoire ce qui était paru en fait dans le désordre chez Lovecraft, mais il fait partie des héros cultes de l'heroic fantasy. Et il prend place, il faut quand même le dire, parce que c'est la grande particularité de l'œuvre de Moorcock, dans ce qu'on appelle, et ça c'était avant qu'on en entende parler de façon plus régulière, le multivers, parce qu'il est l'avatar du champion éternel, comme d'autres héros de Moorcock, Erekosé, Corum, Hawkmoon, qui ont eu droit surtout Hawkmoon, mais même Corum, à leur adaptation en jeu de rôle. On en reparlera sans doute. Et Elric a été le premier, 1981 pour le jeu de rôle, 20 ans après être apparu en littérature. Et c'est encore Chaosium, et c'est la même année que l'Appel de Cthulhu. Et c'est Ken Saint-André. Et c'est Ken Saint-André, dont nous Bien, avons hein. beaucoup. Ah, tu l'aimes bien, Ken Et Saint-André. oui, on en a beaucoup parlé pour Tunnels et Trolls. Ouais. Et c'est avec. L'un des premiers jeux de rôle. Absolument. Et c'est avec toute l'équipe de Chaosium. Alors, les deux véritables auteurs, c'est Ken Saint-André et Steve Perrin, décédé très récemment, en 2021, je crois. Ce sont eux qui sont comme on dit dans le jargon, les lead designers sur le jeu, mais on y retrouve des noms bien connus comme Sandy Peterson et Lynn Willis, Greg Stafford sont également de la partie.
et ont contribué à ce jeu. Et d'ailleurs, il utilise les mêmes règles que l'appel de Cthulhu et que le RuneQuest. Et oui, le basic role-playing. Et il a connu pas mal d'éditions. Principalement, on va dire 5. La quatrième ayant été une sorte de, comment dire, d'arrangement des 3 premières, en essayant de rationaliser, d'améliorer un peu la présentation et certains points de règle, et qui a fait un peu la transition vers la 5e, qui a changé de nom, qui s'appelle Elric, point d'exclamation, et qui a même eu droit à une adaptation au système des vins d'ailleurs. Et puis ça s'est arrêté là, avant qu'en France, on ait Moonblade, du département des sombres projets. Titan, édition. Voilà. Titan. Et qui, ce n'est pas le jeu dont on parle aujourd'hui, mais qui a également fait Okun, très récemment. Alors, tiens, je précise, Oui. clin d'œil à Jawad, le patron de Titan et des départements des sombres projets et de Jeux de rôle magazine. Jawad donc a signé avec l'agent de Moorcock pour l'utilisation des droits de Stormbringer et de Hawkmoon, ce qui a permis de créer les jeux de rôle dont on parle. Moorcock a toujours... c'est quelqu'un qui a une assez grande ouverture d'esprit, un activiste féministe d'ailleurs, déclaré depuis bien longtemps. Et Moorcock a, je crois, bien aimé que ses œuvres soient adaptées et a vu d'un très bon œil. Ça n'est pas toujours le cas dans les adaptations de licence. Donc je ne suis pas étonné que son agent ait accordé, je dirais, l'usufruit des œuvres de Moorcock, de Michael Moorcock. Et donc voilà, ce jeu de rôle apparaît. Alors à l'époque, quand on regarde la réception du jeu dans la presse anglo-saxonne, eh bien le jeu n'a pas, comment dire, suscité le même engouement que l'appel de Cthulhu, mais il est apparu, alors ça peut paraître bizarre aujourd'hui, mais comme une version light de RuneQuest. Alors ça n'a rien à voir, parce que ce sont deux mondes tellement différents, mais il apparaissait comme une version plus facile en termes d'univers et de règles. Les aventures dans les jeunes royaumes dont tu présentes la carte, les Young Kingdoms, car Melniboné, l'île des sorciers démonistes dont vient Elric, est situé un peu au centre, et c'est vraiment l'île ancestrale, et les jeunes royaumes étant les nations les plus récentes. Alors, ce jeu a d'ailleurs une particularité dans son univers, c'est que c'est un univers condamné. En gros, à condition que le maître de jeu et les joueurs acceptent de jouer dans le paradigme écrit de Moorcock, au moment où on commence à jouer, dans 10 ans, c'est la fin du monde. Mais la vraie fin du monde, et même, je dirais, une fin du monde... c'est cosmique, puisque la matière même est réduite à l'état de soupe chaotique. Voilà, et c'est Elric de Melniboné qui va précipiter la fin de ce monde dans un geste de rébellion quasi nietzschéen. C'est un peu Dieu est mort, c'est vraiment, il va tuer les dieux, effectivement, du chaos, de la loi, les seigneurs élémentaires, parce qu'il y a tout un... voilà, dans la cosmogonie moorcockienne, on a un équilibre entre chaos et loi, dont d'ailleurs le système de l'alignement de Donjons et Dragons s'est inspiré. Ça vient de là. Ça vient, vous savez, à Donjons et Dragons, il y a l'axe loyal et l'axe chaotique, puis après il y a le bien et le mal, mais l'axe loyal et chaotique, eh bien, il est présent chez Moorcock. Il y a même d'ailleurs l'équilibre, qui est la balance cosmique. Tout ça au sein d'un multivers. Tout ça au sein de multivers, c'est-à-dire que ces choses-là existent dans tous les univers qu'a inventé Moorcock. Il y a même d'ailleurs dans Elric, notamment dans Le Navigateur sur les mers du destin, Sailor on the Seas of Fate, dans lequel il y a une nouvelle où le champion éternel va affronter 2 créatures monstrueuses et gigantesques nommées Agak et Gagak. Et pour cela, on a la fusion. Alors ça fait un peu Dragon Ball Z. On a la fusion, littéralement. On imagine une image un peu comme celle de l'homme là, de Léonard de Vinci, où tous ces champions vont fusionner pour affronter des menaces cosmiques. Il y a un autre épisode où on a un mélange entre... Alors d'ailleurs, dans Hawkmoon, Corum et Elric, parfois, c'est assez amusant, dans l'œuvre de Moorcock, on a des chapitres qui sont du point de vue
le même chapitre, mais du point de vue différent. Je pense notamment, ceux qui connaissent reconnaîtront le nom un peu compliqué, à l'épisode de la tour de Volodion Gaznadiak, si je ne me trompe pas, qui est un épisode qui se situe dans le multivers de Moorcock. Et donc, alors, pour en revenir au jeu de rôle, bon, c'est un jeu de rôle qui souffre un peu d'un défaut d'équilibre. Qui a tenté d'être réglé dans la 2e, 3e édition, 4e édition, c'est que il peut paraître un peu curieux dans ses choix de design, notamment le fait que, alors à DD on a ce qu'on appelle des races, qu'aujourd'hui on appelle espèces, un changement de vocabulaire, et en principe la notion de race est équilibrée. Là, à Stormbringer, ben non. Si vous jouez quelqu'un qui est originaire de l'île des sorciers maléfiques de Pantang ou de Melniboné, vous allez avoir un personnage qui est démesuré en termes de caractéristiques par rapport aux autres. Il va être beaucoup plus fort, et c'est comme ça. Et c'est donc totalement déséquilibré. Et de la même manière, tout le monde ne peut pas être magicien, ça dépend de votre origine. Et vous pouvez très bien, alors si en plus vous utilisez les tables aléatoires, vous vous retrouvez avec un personnage nullissime, et à la table vous allez avoir un Melnibonéen qui va rouler sur tout le monde. Donc tout cela est un peu curieux en termes de design. Et la magie, elle, alors là, Farid, tu nous présentes, alors c'est la version française de 1987 publiée chez Oriflamme. Il y a eu plusieurs boîtes en français. Ça, c'est la traduction de la 2e édition de Stormbringer 1987. Oui, c'est ça. 3e, pardon. 3e. De la 3e. Et il y aura une boîte pour la 4e édition anglaise qui sera, je crois, la 2e édition française et dont la couverture était très différente. Et le système de magie, c'est en fait un système de démons et d'élémentaires qui sont liés aux objets et à la personne, et qui, il faut le dire, c'est la porte ouverte au grobilisme le plus absurde, puisqu'on se retrouve avec des gens qui deviennent des containers à démons, où vous avez les moindres objets qui va avoir 10, 15, 20 démons liés, je n'exagère pas, c'est le cas pour certains personnages non-joueurs, et cela engendre une espèce de phénomène de super-héros, si tu veux. Voilà. Et il y avait même des scénarios qui s'étaient avancés dans ce grobilisme et ce déséquilibre. Je pense notamment à un scénario du supplément Le Loup Blanc qui s'appelait Péril dans l'Enfer Jaune, où on affrontait des créatures dont les caractéristiques étaient supérieures à celles des dieux du mythe de Cthulhu dans le jeu de rôle L'Appel de Cthulhu. C'est-à-dire qu'on avait droit à un débordement de puissance qui finissait par donner une curieuse impression de grobilisme. Mais déjà, au niveau des éditeurs. Oui. Alors après, ça, une fois de plus, ça dépend des pratiques de chacun, mais ça transparaît quand même des livrets, des 3 livrets de règles, donc du joueur, du maître et de magie, contenus dans ce système. Tiens, j'ai apporté avec moi une petite curiosité, parce que il y a l'édition anglaise, encore de Games Workshop. Tu serais pas un peu collectionneur? On ne serait pas un peu collectionneur? Je crois, il me semble, à vérifier. Ouais, je gaffe, ils sont bien collectionneurs tous les deux. À vérifier. Mais oui, un peu. Et ceci, alors regardez, c'est 1987. Cet ouvrage cartonné de chez Games Workshop qui s'appelle donc Stormbringer et qui a la particularité. Alors, peut-être que vous reconnaîtrez dans la structure du livre la même que celle de Warhammer Fantasy Roleplay qui est sorti en 86, un an avant, parce qu'on a, comme dans Warhammer, on a des illustrations pleine page en couleur, comme celle-ci, par exemple, qui réapparaîtra pour devenir la couverture du supplément Melniboné pour la version Elric. Je vous en montre quelques-unes de ces illustrations en couleur. Elles reprennent aussi celles de la première édition. Comme la carte, d'ailleurs. Alors, comme la carte. Celle-ci, eh bien, ça deviendra l'illustration de couverture de Elric, la 5e édition. Et ça fait référence à une scène du Absolument, c'est du quand l'épée qui dirige Elric, puisqu'Elric ne la dirige, le pousse à assassiner sa bien-aimée Simoril, parce que Elric est surnommé d'ailleurs le tueur de femmes. C'est un des nombreux surnoms qu'il a. Voilà. Et alors, comme on est chez Games Workshop, il y a aussi des pages avec la gamme de figurines en couleur. Et cette édition avait la particularité, ce qui la rend quand même intéressante,
c'est intégré à partir de la page 133, le premier supplément qui s'appelait Stormbringer Companion. Voilà, et la carte des jeunes royaumes sur la couverture intérieure, ce qui était rare à l'époque et qui maintenant se fait beaucoup. Énormément de jeux de rôle aujourd'hui vous présentent, comme Warhammer d'ailleurs dans sa 4e édition, la carte du monde sur la couverture. Voilà, et à la fin il y avait une série de pages détachables couleur ocre qui contiennent toutes les aides de jeu, les tables. On pouvait donc peut-être fabriquer son propre écran, ça aussi on le fait aujourd'hui fréquemment, mais à l'époque c'était moins fréquent. Voilà, et donc cette 3e édition sous forme de livre cartonné, contrasté avec l'édition américaine qui elle était en boîte avec des livrets comme ceux que tu as montrés, qui ont toujours été les mêmes pour les 4 premières éditions, hein, disons-le. Hein. Les changements se faisaient à la marge. C'est Elric qui a apporté. Alors, Elric, cette édition, disons, on peut en dire un petit mot, a été une édition déterminante parce qu'elle a quand même rééquilibré le jeu, ça c'est assez remarquable, et a supprimé ce système de liens de démons, de pactes démoniaques qui devenait un petit peu ridicule. Je me rappelle qu'il y avait même un pacte contre les pactes. C'était très drôle, parce qu'il y avait des personnages qui avaient le pacte contre les armes à projectiles, le pacte contre les... Et donc il y avait le pacte contre les pactes, et ça c'était extraordinaire. Sachant que c'est un élément qui vient quand même de Lovecraft, puisque Elric affronte des ennemis qui ont des pactes démoniaques, les immunisant à certaines choses. Bref, l'édition Elric avait apporté quand même aussi une profondeur dans la description de l'univers, qui n'avait peut-être pas été présente au début. Il y a eu quelques suppléments, alors j'ai cité le loup blanc, il y a eu l'octogone du chaos, il y a eu le voleur d'âme, qui est une campagne, alors là, bon, bien sûr, il y a toujours la nostalgie, la magie de l'époque, il est évident qu'on avait peut-être un regard un peu moins critique, et puis il faut bien dire que l'âge aussi des rôlistes et même des créateurs était moins élevé qu'aujourd'hui, de fait. Donc on était peut-être plus conciliant, mais quand on regarde cette campagne aujourd'hui, c'est quand même une campagne dans laquelle les joueurs sont chargés d'aller chercher, traquer et exécuter Elric de Melniboné. C'est un peu vain, je trouve, ce genre de choses, sauf si l'on veut faire dans ce qu'on appelle le what if, hein, l'Uchronie, mais bon. Elle souffre de pas mal de problèmes. Il y a même eu des campagnes crossover, hein, comme une d'ailleurs qui est pour le coup assez remarquable, qui est le Pirate des Mondes, crossover Hawkmoon et Elric, et c'est bien logique et normal, parce que c'est bien de pouvoir utiliser le concept du multivers de Moorcock, ça n'est pas rien. Alors ce jeu a été très joué, c'est un jeu, peut-être on aurait dû commencer par là, c'est du sword and sorcery, hein. C'est plutôt sombre, hein. Très sombre, ce qu'on appellerait peut-être aussi la dark fantasy. Oui, parce que alors là, bon, un univers condamné à mourir sous 10 ans, un anti-héros, un univers peuplé de démons, de créatures monstrueuses, oui, c'est un univers très sombre, tout est très pessimiste, et donc on est plutôt dans ce qu'on appellerait, oui, la sword and sorcery, la dark fantasy. Donc c'est une catégorie, hein, de l'heroic fantasy, et qui contraste grandement avec l'heroic fantasy peut-être plus traditionnelle, plus féerique, que l'on trouve dans les univers, je dirais, classiques de Donjons et Dragons, comme Forgotten Realms, par exemple. Hein. Alors, voilà. Une parenthèse, Romain, pour bientôt conclure, une parenthèse importante, donc française, dans les années 90, il y a un éditeur qui a porté haut le gonfanon de Stormbringer et d'autres jeux, donc Oriflamme, les Nancéens d'Oriflamme, de l'Est de la France, donc qu'on produit d'ailleurs, traduit, édité d'autres jeux de rôle, des jeux de plateau, etc. Et donc Stormbringer et Hawkmoon. Et un illustrateur aussi culte, mythique. Vous l'avez vu sur la Gassner, oui, qui d'ailleurs n'a plus illustré depuis plus de 20 ans. Mais vous pouvez retrouver une interview de lui dans Jeux de rôle magazine, dans un des numéros de Jeux de rôle magazine. Et peut-être qu'il va reprendre son activité. Hawkmoon, qui est revenu récemment avec Titan, tu l'as précisé tout à l'heure. D'ailleurs, sous le titre originel, autant Stormbringer, Elric, Moonblade, alors c'est le même univers, hein, mais le titre a changé. Hawkmoon, non, c'est sorti très récemment.
Et c'est extrêmement fidèle, évidemment, à tout ce que les anciens peuvent connaître de ce jeu de rôle, de cette autre saga de Moorcock. C'est en fait une double saga, hein, parce elle est en deux phases. Une autre saga littéraire de Moorcock, et Moorcock avait quand même un don, je crois. On pourrait, on n'est pas là pour cela, mais on pourrait discuter de la qualité narrative de son œuvre, qui est quand même un peu décousue, écrit à la va-vite, il le reconnaissait lui-même. Mais il avait un don, je crois, il a un don assez extraordinaire, c'est celui de créer ses antagonistes. Et je crois que dans Elric, Elric ne serait pas Elric s'il n'y avait pas les Pantangiens et les Melnibonéens. Et Hawkmoon ne serait pas Hawkmoon, on en reparlera sans doute, s'il n'y avait pas les fameux Grands Bretons qui sont des créations très évocatrices. Il y a un aspect un peu politique aussi sous-jacent, hein, dans Elric et Même Hawkmoon. sociétal peut-être aussi. Sociétal, absolument. D'ailleurs, Elric, ce serait pas l'auteur lui-même quelque part? Son épée de peu. Veuzdam, ça serait pas autre chose? Sans doute. Il est évident que la symbolique, pas toujours subtile, mais a-t-elle besoin de l'aide d'ailleurs? Est-ce que la symbolique a besoin d'être subtile? Justement, pour devenir un symbole, il faut bien que ça parle à tout le monde. Donc il est évident, oui, que Elric était un peu comme je le disais en début d'émission, une réponse à Robert Howard. J'ai dit que Moorcock était féministe. Robert Howard, c'est quand même son héros, c'est un peu l'emblème du virilisme, ce qu'on appellerait aujourd'hui la masculinité que certains qualifient de toxique. Moorcock, lui, a voulu présenter un Elric. Alors, je ne dis pas qu'Elric est féministe. Hein. J'ai dit tout à l'heure qu'il était surnommé le tueur de femmes. Amoureux de sa cousine. Voilà, mais pour le coup, n'exagérons pas involontairement, hein, mais c'est effectivement un héros assez un peu romantique. Hein. C'est un héros romantique aussi. Hein. Il a des aspects très héros tourmenté du 19e siècle. C'est le romantisme dans sa forme la plus, la plus tourmentée, la plus sombre. Absolument, romantisme noir, qu'on l'appelait d'ailleurs. Hein. Un personnage voué à un destin absolument horrible, il le sait, mais... Un goth, un gothique, oui, un gothique. vraiment. Hein. C'est un goth et un punk aussi. Après tout, ce sont des mouvements sociétaux britanniques que Moorcock a parfaitement connus, qu'il a sans doute adopté, peut-être pas adopté à titre personnel, mais disons soutenu ou je dirais encouragé. Enfin, car c'est donc il y a cet aspect qui est intéressant quand même, hein, je pense dans Stormbringer et Hawkmoon, c'est encore plus marqué. Hein. Hawkmoon, bon, voilà, on en reparlera, mais par certains côtés, Michael Moorcock me fait penser à Alan Moore, l'auteur des Watchmen, de V for Vendetta. Mais tu vois, c'est la question que je me pose, c'est que autant Alan Moore, ses œuvres ont été produites au cinéma, presque toutes, on peut dire, alors que c'est le zéro absolu et pointé. Et pourtant, on a vu des annonces régulièrement. Oui. Par exemple, Hawkmoon était prévu Bien sûr, sur la BBC en série. Elric, c'est un marronnier, je dirais, comme on dit, du cinéma et même des séries. On en a parlé à une époque et tout. Puis rien. C'est le zéro absolu et pointé pour, je crois, toute l'œuvre de Moorcock qui est vaste. C'est un auteur quand même très prolifique. Oui. Ses détracteurs en dit trop, mais très prolifique parce qu'il y a même, il y a la saga de Cornelius, de Von Beck. Il y a un roman extraordinaire, un roman extraordinaire qui n'a rien à voir avec le champion éternel, qui s'appelle Mother London. De Michael Moorcock, il a écrit dans tous les genres. Et Thiomo aussi. Oui. Il a fait dans le genre du steampunk, donc aussi. Et ben oui, il est boudé visiblement pour l'instant par l'industrie, je dirais cinématographique. En tout cas, il a inspiré beaucoup de monde, et pour conclure d'ailleurs, et on en parlera dans une future émission concernant un jeu de rôle français, il a inspiré fortement un jeu de rôle, Bloodlust de Croc, et
c'est cool de pouvoir jouer un personnage qui a une arme démon. Voilà, là, tout le monde a Stormbringer. Hein, On a tous dans son Bloodlust, Stormbringer en voilà. main. Bon, donc ça sera le sujet de notre émission. Bien sûr. Voilà. Merci Romain. Alors, Merci Farid. Stéphane, Ah, ton dessin de Stéphane. voilà. du jour. Bah oui, c'est quand même l'épée qui a le C'est nom Elric, dessus. ça. Oui, c'est Elric, bien Il sûr. Ouais. ressemble à Romain. Oui, oui. Pas pareil, chacun votre tour, hein, vous m'inspirez. Donc c'est Elric qui est pas content parce que c'est l'épée qui précise que c'est son jeu, c'est son nom qui est sur le. Il n'est pas content. Voilà, donc elle a dit Stormbringer, c'est moi, c'est mon jeu. Et la ferme, on t'a pas sonné. Chez son épée. Voilà, donc bon, effectivement, c'est Oui, le jeu porte le nom de l'épée, pas du l'épée, héros. pas du héros. C'est ça qui est Voilà, intéressant. c'est pour ça qu'il est, il est pas très Bien sûr. joyeux. Tu sais, il n'est pas déjà joyeux en temps normal, mais là encore moins. Non. Merci Stéphane. Merci rien, Stéphane. Bon, merci. À bientôt. À bientôt. Merci. Au revoir Merci, à au tous. Au revoir. Ciao.